L'anime commence au milieu d'une fusillade dans un bâtiment où un grand groupe d'hommes fait face à une seule personne. Le groupe de malfaiteurs attaque de toutes ses forces, mais en quelques secondes, cet assassin les élimine froidement et sans effort. Il était autrefois connu sous le nom de Taru Sakamoto, un assassin légendaire, redouté par tous les criminels et admiré par les autres tueurs. Cela a été ainsi jusqu'à ce qu'un jour il tombe amoureux au premier regard. À cause de cela, Taru se retire, se marie, a une fille et finit par prendre du poids. Après de nombreuses années, il travaille maintenant dans un magasin de proximité avec sa femme. On voit qu'un assassin, qu'il admire profondément, a trouvé cet endroit après l'avoir cherché partout. Taru se trouve derrière le comptoir, observant un enfant qui s'apprête à jouer au tir à l'arc avec un arc en plastique. Il lui dit que s'il touche la cible, il recevra un jus gratuit. Sa femme, Aoi, et sa fille, Anna, s'approchent pour voir l'enfant également, mais celui-ci rate largement la cible et sa flèche en plastique ne s'en approche même pas. À ce moment-là, un client entre dans le magasin et lorsque l'enfant se baisse pour ramasser sa flèche, des objets tombent de son sac, y compris un pot d'encre de calligraphie qui se répand partout. L'encre tache le pantalon blanc du client, ce qui le met très en colère. Il attrape l'enfant par le cou pour lui crier dessus. L'enfant se débat et, accidentellement, le couvre de plus d'encre avec son pied. Cela met l'homme dans une colère telle qu'il veut frapper l'enfant, mais avant qu'il ne puisse aller trop loin, Taru l'arrête d'une seule main et imagine traverser la tête de l'homme avec un stylo. Cependant, on découvre que cela ne se passe que dans son imagination. En réalité, il arrête simplement le poing de l'homme avant qu'il ne frappe l'enfant. L'homme, choqué par la force de l'emprise de Taru, quitte le magasin, et l'enfant remercie Taru en larmes. De son côté, l'assassin qu'on a vu auparavant commente qu'il est impressionné que Taru ait voulu utiliser un stylo sous le menton de l'homme pour toucher la carotide. Cela laisse entendre qu'il l'a vu, même si cela n'a pas vraiment eu lieu. Il se présente comme Shin, le télépathe, mais juste après, il est terrifié en voyant que Taru a imaginé frapper son visage. Shin lui demande de cesser de tuer des gens dans son esprit et lui rappelle qu'ils ont travaillé ensemble autrefois. C'est pourquoi Taru accepte de s'asseoir pour l'écouter. Shin est surpris d'apprendre que les rumeurs selon lesquelles Taru a redressé sa vie et ouvert un magasin familial sont vraies. Cependant, Shin lui demande de revenir, car il était trop bon et il ne peut pas croire qu'il ait maintenant ce corps. Taru le rejette, affirmant que ses jours d'assassin sont terminés et qu'il ne reviendra pas. Shin, frustré, se souvient que tous les criminels le redoutaient et l'appelaient l'assassin légendaire. Il ne comprend pas pourquoi Taru a gaspillé tout cela. Taru, quant à lui, se contente de profiter d'un bol de ramen, ce qui déçoit Shin, car avant, il ne mangeait que des rations de combat. Shin reconnaît à peine Taru maintenant. Après cela, Shin sort une cigarette pour fumer, mais avant qu'il ne puisse l'allumer, il est surpris de voir la cigarette coupée en deux en moins d'une seconde. Taru range sa lame et lui montre le panneau du magasin qui interdit de fumer. Shin, quant à lui, est simplement impressionné par la vitesse de Taru. Après tout ce mouvement, il devient clair que, gros ou non, Taru peut le tuer quand il veut. Juste après cela, un homme passe par la boutique de Sakamoto pour saluer et lui demande un service. Shin pense immédiatement qu'il s'agit de quelqu'un qui se fait passer pour un civil pour demander un meurtre, mais il se rend vite compte que ce n'est pas le cas. L'homme l'emmène dans son jardin et lui explique que son arbre a trop grandi et qu'il ne peut pas couper certaines branches qui sont hors de sa portée. En quelques secondes, Taru règle le problème, coupant l'arbre de manière parfaite en un temps record. Une fois cela fait, il aide également d'autres personnes dans le quartier, faisant en sorte qu'une fille mange ses légumes et que les enfants arrêtent de pleurer dans le parc. Cela amène Shin à penser que Taru est l'aide de tout le village, mais il est convaincu qu'il sait juste bien cacher sa véritable identité. Cependant, il lui fait savoir qu'il a l'air ridicule de cette manière et qu'il pense repartir. Juste à ce moment-là, l'enfant de tout à l'heure lui tire une flèche en plastique dans la tête accidentellement. L'enfant s'enfuit alors que Shin se plaint. Un peu plus tard, Shin monte dans sa voiture, pensant qu'il n'a pas vu Taru depuis 5 ans. Malgré tout ce qui a changé, il lui semble toujours aussi incroyable, et même avec son surpoids, il garde cette aura d'avant. Il aimerait vraiment qu'ils puissent à nouveau travailler ensemble. Son excitation est interrompue par un appel de son patron, qui, en apprenant qu'il n'a pas convaincu Taru de revenir, lui demande si, dans ce cas, il l'a tué. Shin hésite un instant et demande à son patron si c'est vraiment nécessaire de le tuer, car Taru est trop gros et il ne pense pas qu'il puisse causer de problème dans cet état. Son patron l'interrompt et lui rappelle que si quelqu'un disparaît de la bande, il disparaît aussi de la Terre. C'est la règle absolue, et Sakamoto l'a violée, ils ne peuvent pas le laisser partir. Après avoir clarifié cela, son patron lui avertit que si lui-même ne peut pas le faire, il enverra quelqu'un d'autre. Il doit donc cesser de se plaindre, sinon il finira par rejoindre Taru du côté de ses ennemis. Shin termine l'appel avant de pouvoir entendre plus, sachant qu'il n'a pas d'autre option. Plus tard dans la journée, il rentre chez lui et se souvient des jours où il a eu la chance de travailler avec Taru. Bien que ce soit de bons souvenirs, il sait que si lui ne fait pas le travail, quelqu'un d'autre le fera. S'il doit mourir de toute façon, alors il préfère le faire lui-même. Le lendemain, Shin retourne chez Sakamoto, mais cette fois avec une arme,
annonçant que la guerre commence. Taro est derrière le comptoir en train de lire un journal, et Shin s'approche pour lui dire qu'il va probablement quitter la ville, donc il est venu lui dire au revoir. Juste à ce moment-là, Shin sort son arme et tire, mais en moins d'une seconde, Taro crache un cachet pour la toux qu'il avait dans sa bouche avec une vitesse et une précision impressionnantes, touchant la balle et la déviant. Ensuite, il lance une sucette sur le côté pour déstabiliser Shin et disparaît de sa vue. Cela met Shin en difficulté, car il ne peut plus lire dans son esprit comme avant. Taro lance un objet de l'autre côté du magasin pour distraire encore Shin, pendant qu'il prépare sa munition, une poche de cachet pour la toux attachée avec un élastique. Il tire plusieurs de ces pastilles à grande vitesse, et Shin a à peine le temps de les esquiver avant de tomber au sol et de viser Taro avec son arme. Mais avant qu'il puisse tirer, Taro lui lance un paquet de choux à la crème qui lui frappe la tête et trouble sa vision. Shin, frustré, essuie son visage et tente de se concentrer à nouveau, sachant qu'il doit corriger sa posture. Cependant, juste au moment où il essaie de se repositionner, il reçoit un puissant coup de pied en plein dans le visage. Il se retrouve projeté de l'autre côté du magasin. La seule chose qu'il voit en tombant, c'est le vieux Taro Sakamoto, et avant de perdre conscience, il se demande pourquoi il a eu l'idée de l'affronter en premier lieu. Lorsqu'il se réveille, il est surpris de se retrouver dans un lit, apparemment soigné par Taro et Hana, qui sont heureux de le voir réveillé. Il lui explique qu'il se trouve juste au-dessus du magasin. Ne comprenant rien, Shin est emmené à un dîner familial où il est traité comme un membre de la famille. Par moments, il pense que la nourriture est empoisonnée, mais il décide quand même de manger, sachant qu'il a été formé pour supporter le poison. Cependant, en goûtant la nourriture, ce qui le paralyse, ce n'est pas le poison, mais à quel point c'est délicieux. Il se réjouit de voir qu'il aime la nourriture, en commentant qu'il réagit comme Taro la première fois. Shin continue de manger, encore très surpris, car il ne s'est jamais senti ainsi dans aucun de ses anciens emplois. C'est à ce moment qu'il comprend que Taro veut vraiment protéger ses moments de la vie quotidienne, c'est pourquoi il a démissionné. Après le dîner, Shin remercie pour le repas, décidant de laisser Taro en paix. Taro lui fait savoir qu'il peut revenir quand il veut, et Shin quitte les lieux en sachant qu'il n'est toujours pas un rival pour lui. En retournant chez son patron, celui-ci lui montre son mépris, étant honteux qu'il n'ait pas pu tuer Taro Sakamoto. Avant qu'il ne puisse en dire plus, Shin se prosterne devant lui et lui demande de laisser vivre Taro. Cela provoque des rires autour de lui, mais Shin lui informe que Taro a désormais une famille. En réponse, son patron lui rappelle que Taro Sakamoto a violé les règles de leur monde, abandonné ses responsabilités, et qu'il doit être tué. Shin lui demande alors de le tenir responsable à sa place, affirmant qu'il mourra à la place de Taro, mais qu'il doit le laisser en paix. Son patron lui demande pourquoi il fait cela pour Taro, et Shin explique qu'il a pointé son arme vers quelqu'un qu'il admire. Il assume donc la responsabilité de ses actes. En entendant cela, son patron accepte étonnamment, disant qu'il laissera vivre Taro s'il lui meurt. Cependant, au fond, l'homme sait qu'il ne tiendra pas sa promesse et trouve Shin idiot de faire cela. Juste à ce moment, Shin lui pointe son arme, lui disant qu'il l'a entendu et qu'il savait qu'il ne pouvait pas lui faire confiance. Le patron est surpris que Shin ait pu lire dans son esprit, et ordonne à ses hommes de le tuer. Shin se déplace rapidement pour survivre à la fusillade, tandis que Taro, à la maison, écoute cette scène via une transmission radio. Lorsqu'il entend qu'une fusillade éclate, Taro entre un code dans la caisse enregistreuse de son magasin, transformant rapidement le lieu familier en une véritable armurerie, avec tout ce dont il a besoin. Taro prend simplement une arme à électrochoc. Pendant ce temps, Shin continue de courir pour sa vie, se cachant à vue tout en éliminant les malfaiteurs qu'il rencontre avec une grande agilité et rapidité. Cependant, à mesure qu'il avance dans le combat, il devient de plus en plus épuisé, et baisse sa garde un instant. Avant d'être frappé par une arme à haute puissance, il esquive l'attaque et découvre la position du tireur d'élite en moins d'une seconde. Le patron demande à ses hommes ce qu'ils font, car ils tombent un par un alors qu'ils affrontent une seule personne. L'un d'eux, gravement blessé, explique que c'est comme si Shin pouvait lire exactement ce qu'ils allaient faire. Le patron les informe alors que Shin est un télépathe, et que s'ils s'approchent trop, il pourra lire dans leur esprit. Il leur ordonne donc de garder leur distance et de trouver un moyen de l'entourer. Les hommes se déplacent, mais en peu de temps, ils sont tendus en embuscade par Shin, qui leur tire dessus sans leur laisser le temps de planifier quoi que ce soit. Après avoir esquivé plusieurs tirs ennemis, Shin se met à couvert pour recharger son arme, mais à ce moment, il réalise qu'il ne lui reste plus qu'un dernier chargeur. Ne disposant plus de munitions, il doit trouver un moyen de quitter les lieux avant de se retrouver sans balles. Il se défend alors avec ce qu'il lui reste, tout en se déplaçant rapidement, mais au même moment, il reçoit une balle dans la jambe, ce qui le fait tomber immédiatement. En quelques secondes, il se retrouve encerclé par l'ennemi et sait très bien qu'il n'a aucune issue. Juste au moment où il s'apprête à se rendre, Shin est surpris de voir les trois hommes qui le pointaient tomber inconscient au sol après avoir reçu une puissante décharge électrique. Taro est responsable de cela, ayant utilisé son arme à électrochoc. En voyant cela, le chef ordonne immédiatement à ses hommes de l'éliminer, et tous se précipitent pour l'attraper. Taro se bat contre eux,
abattant les ennemis d'un simple mouvement sans effort, avec 2 baguettes jetables qu'il utilise pour arrêter 2 balles en même temps. Un autre criminel attaque Taro avec une katana, mais il l'esquive avec une grande rapidité et l'envoie valser d'un coup de pied. Lorsque 2 autres hommes lui tirent dessus avec des armes automatiques, Shin bloque les balles avec 2 stylos qu'il utilise ensuite comme projectiles, les envoyant traverser les criminels comme des balles. Grâce à des outils qu'il trouve sur place, il envoie d'autres criminels à la poubelle et finit le reste avec ses impressionnantes compétences en arts martiaux. Le chef et les hommes restants décident de tirer ensemble, mais avant qu'ils n'aient pu ouvrir le feu, Shin coupe leurs armes en 2 avec des lames qu'il gardait dans son tablier, et avec ces mêmes lames, il met fin à leur vie. Shin reste paralysé, sous le choc, réalisant qu'il vient d'assister à l'œuvre de l'assassin légendaire, Shin Sakamoto. Il lui demande comment il savait qu'il se trouvait là, et Shin lui explique qu'il avait inséré un micro dans son arme le jour précédent, après qu'il se soit évanoui. Shin lui confirme que ce qu'il a dit est vrai, car peu importe l'issue, il prévoyait de quitter la ville ce jour-là. Avant qu'il ne puisse en dire plus, Shin lui lance un tablier, lui annonçant qu'il gagnera 800 yens de l'heure et que s'il reste plus longtemps, il le paiera en supplément. Sans avoir le temps de comprendre ce qu'il venait de dire, Shin commence à travailler dans le magasin de Sakamoto, où Anna et Aoi l'acceptent comme un membre de la famille. Shin s'adapte rapidement à son nouveau travail, réalisant que cela vaut bien mieux que son ancien emploi. Pendant le travail, Shin reste très excité après les récents événements et parle de la manière impressionnante dont Taro a neutralisé les criminels. En entendant cela, Aoi demande immédiatement à son mari s'il envisage de reprendre son travail d'assassin. Taro, contrarié, lui assure que non, précisant qu'il s'était assuré que personne ne meurt. Cependant, Aoi lui rappelle fermement qu'elle demandera le divorce s'il enfreint la règle de la famille, des mots qui rendent Taro encore plus nerveux. Après son départ, Shin interroge Taro sur cette règle, mais celui-ci, énervé, lui demande de se taire. Peu après, ils se rendent dans le quartier chinois de Nikita, où Taro achète des brioches au porc pour sa femme et sa fille. Shin est touché par l'amour que Taro porte à sa famille et lui demande à nouveau à propos de cette règle. Mais Taro évite de répondre et continue simplement à marcher. C'est alors qu'une jeune femme surgit soudainement d'un bâtiment et atterrit sur Taro, détruisant les brioches au porc. Cette mystérieuse jeune femme, appelée Lu Shaotan, est poursuivie par un groupe de mafieux. Shin suggère à Taro qu'il devrait partir avant que la situation ne s'aggrave, mais Taro est simplement attristé par la perte des brioches. En quelques secondes, Shaotan commence à se défendre contre les mafieux, utilisant du tai chi pour les neutraliser. Cependant, elle est capturée par un des hommes qui menace de lui couper les jambes pour qu'elle ne puisse plus fuir. Avant qu'il ne puisse agir, Taro neutralise facilement l'assaillant, et Shin libère Shaotan. Alors qu'ils se remettent à combattre d'autres ennemis, un groupe encore plus important de mafieux arrive, présumant que Taro et Shin sont des alliés de la jeune femme. Taro décide de fuir avec Shin et Shaotan, évitant de justesse plusieurs balles. Pendant ce temps, dans le bâtiment de l'organisation mafieuse, le chef de gang rapporte à son supérieur que la jeune femme a échappé grâce à 2 hommes mystérieux. Le directeur, furieux d'avoir perdu tant de membres de son clan pour capturer Shaotan, décide de passer l'éponge. Mais avant qu'il ne puisse en dire davantage, la tête du chef de gang tombe au sol, les frères Son et Basho viennent d'arriver, et Basho l'a décapité sans hésitation. Ces 2 assassins redoutés reçoivent des instructions claires, retrouver la clé détenue par la jeune femme, essentielle pour contrôler le marché noir. De leur côté, Taro, Shin et Shaotan continuent de fuir. Shaotan révèle qu'elle appartient à une famille mafieuse, le clan Lu, et que la clé qu'il cherche ouvre la salle des coffres secrètes de sa famille. Ses parents lui ont confié cette clé au prix de leur vie. Shaotan insiste sur le fait qu'elle ne peut pas abandonner cette clé, par respect pour le sacrifice de ses parents. Alors qu'elle tente de partir seule, Shin veut la suivre, mais Taro l'arrête, lui demandant si elle s'est préparé des brioches au porc. Shaotan, surprise, répond qu'elle connaît les bases grâce à son père. Taro décide alors qu'ils vont l'aider, à condition qu'elle prépare des brioches une fois tout terminé. Mais avant qu'elle puisse répondre, Taro est frappé au visage par Basho, qui l'envoie valser jusqu'au prochain bâtiment. La situation devient critique. Shaotan reconnaît les frères Son et Basho comme des tueurs en série fous, célèbres pour leur massacre et leur habitude macabre de dessiner les têtes de leurs victimes. Shin tente de frapper Son, mais celui-ci bloque son coup d'une main et, avec un sourire, se moque de lui en mentionnant qu'il a tué son ami. Shin, furieux, réplique qu'il se trompe s'il pense que quelque chose d'aussi insignifiant pourrait tuer Taro. Après tout, seul un amateur ne saurait pas qui est Taro Sakamoto. Sans prêter attention à ce que dit Shin, Basho se lance pour attaquer Shaotan, mais à cet instant précis, il est projeté au sol d'un seul coup porté par Taro. Le choc est si puissant que le sol s'effondre, les faisant tous tomber d'un étage dans le bâtiment. Malgré cela, Basho se persuade que le plafond devait être fragile et que ce coup n'a aucune importance. Son demande alors à Shaotan de lui donner la clé, assurant qu'il lui offrira une mort élégante en échange. Elle répond que cette clé est tout ce qui lui reste de ses parents, et qu'il devra passer sur son corps pour l'obtenir. Une réponse qui convient parfaitement à Son
qui commente que ses parents avaient dit quelque chose de similaire avant d'être réduits en morceaux. Il ajoute que s'attacher à un simple objet au point de sacrifier sa propre vie est ridicule, des mots qui mettent Xiaotan en colère. Avant qu'elle ne fasse quelque chose d'imprudent, Taro l'arrête. Shin avertit Xiaotan de ne pas se laisser affecter par les paroles de ses assassins, car cela pourrait la mettre en danger. Xiaotan répond que la voûte qu'elle protège contient les espoirs et les rêves de ses ancêtres, et que son père est mort pour la protéger, tué par les deux hommes qui se trouvent devant elle. À peine a-t-elle terminé de parler qu'une lame lancée par Son fonce droit vers sa tête. Heureusement, Taro intervient et la sauve à temps. Xiaotan, confuse, demande à Taro pourquoi il risque sa vie pour l'aider. À ce moment-là, le récit remonte dans le passé, où l'on découvre un souvenir de Taro. Lors d'un Noël, il avait offert un cadeau à Aoi, sa compagne. Malgré le geste tendre, elle ne peut s'empêcher de remarquer le sang sur son visage. Elle lui demande comment il peut faire quelque chose d'aussi horrible que tuer. Taro lui explique qu'il travaille ainsi pour pouvoir lui offrir des cadeaux, car c'est ce qu'il sait faire de mieux. Mais Aoi refuse son présent, arguant qu'il est taché de sang, littéralement. À la suite de cela, elle décide de mettre fin à leur relation, affirmant qu'il ne vaut pas la peine de rester ensemble s'il ne peut changer de vie. Ces paroles frappent Taro comme un éclair. Après les avoir prononcées, Aoi saute soudainement d'un précipice. Taro, sans hésiter, laisse son cadeau et se jette à sa poursuite. Les deux tombent sur une épaisse couche de neige qui amortit leur chute. En voyant Taro risquer sa vie pour elle, Aoi réalise qu'elle lui manquerait énormément si elle mourait. Ce même sentiment de vouloir sauver quelqu'un existe en chaque être humain, car chacun est aimé par quelqu'un. Poussée par cet amour, elle lui fait promettre de ne plus jamais tuer. À partir de ce moment, pour racheter ses crimes, Taro s'engage à sauver les autres. De retour au présent, Shin pleure en découvrant ses souvenirs grâce à ses pouvoirs psychiques. Il comprend enfin que la règle à suivre est de ne pas tuer. Alors que les frères assassins attaquent à nouveau, Taro utilise de simples ustensiles de cuisine pour se défendre, tandis que Shin esquive leurs coups avec agilité, parvenant à lire leurs mouvements. Après un long combat sans succès, les frères décident de tenter leur dernière technique, les lames infernales de fer fondu. Mais Taro esquive tous leurs coups avec aisance, se plaignant simplement de s'être froissé un muscle. Shin lui tend un patch antidouleur. Son choqué, se demande comment Taro, un homme aussi imposant, peut rester indemne face à leur attaque imparable. Face à cet échec, ils annoncent leur ultime mouvement, mais avant qu'ils ne puissent l'exécuter, Taro assomme Basho avec une lourde marmite en fonte. Son furieux, attaque Taro, mais celui-ci brise son arme spéciale avec une simple poêle. Shin, toujours à ses côtés, lui tend un autre patch antidouleur pour sa main blessée. Réalisant que le combat est perdu, Son tente de fuir en visant Xiaotan. Grâce à ses pouvoirs, Shin anticipe l'attaque et le neutralise avec une corde, le projetant au sol. Taro achève le combat en écrasant Son avec un réfrigérateur entier. Xiaotan, stupéfaite par leur capacité, se demande qui ils sont vraiment. Tandis qu'ils attachent les deux frères assassins, Taro répond, tout en mangeant un crabe trouvé sur place, qu'ils ne sont que de simples vendeurs dans une boutique. Xiaotan se contente de rire, en commentant qu'ils ne comprennent vraiment rien. Pendant ce temps, à l'entreprise, le directeur est furieux, cette fois vraiment en colère. Il demande où se trouvent Basho et Son. Ces derniers se trouvent devant les portes de la voûte, convaincus qu'un trésor se cache derrière, ce qui les pousse à avoir besoin de cette clé. À ce moment-là, l'équipe de livraison arrive. Il s'agit de Taro et Shin, apportant les corps inconscients de Basho et Son. Avant que quelqu'un puisse parler, Xiaotan s'approche par derrière et place un couteau sur la gorge du directeur, lui demandant de ne pas dire un mot. En voyant cela, le directeur de Dan devient très nerveux et commence à s'excuser, promettant de tout faire pour obtenir son pardon. Assez énervé, Xiaotan l'interrompt en disant que ses excuses ne ramèneront pas ses parents et qu'il ne pourra que se repentir en enfer. Malgré ces paroles, Xiaotan lui inflige une bonne raclée, laissant son visage couvert d'échymoses avant de l'assommer. Shin lui demande si elle est sûre que c'est suffisant, suggérant que quelques coups de plus pourraient l'achever. Mais avant qu'il puisse finir sa phrase, Shin est effrayé en lisant les pensées de Taro, où ce dernier imagine lui tordre le cou. Après cela, Xiaotan déclare que cela suffit. Avec un sourire, elle précise qu'on ne peut pas aller tuer les gens à chaque fois qu'ils nous dérangent. Elle conclut que pour aujourd'hui, cela suffit, préférant choisir de vivre une vie heureuse, comme son père lui disait toujours. Acceptant cette réponse, Shin et Taro l'accompagnent alors qu'elle utilise la clé pour ouvrir la voûte. Après plusieurs tentatives, les immenses portes s'ouvrent enfin. Shan entre la première. Shin est surpris de voir autant de trésors, mais trouve étrange de découvrir également des livres, des CD, et des peluches, ce qui lui semble être une collection plutôt inhabituelle. Parmi tous les objets, il trouve un inventaire indiquant que chaque chef du clan lui laisse ses trésors les plus précieux dans cette voûte. À la lecture de cela, il suppose que chaque chef considère des choses différentes comme précieuses. Xiaotan se demande ce que son père a bien pu y laisser. C'est alors qu'elle trouve une bouteille avec une note indiquant qu'elle est destinée à être bue avec Xiaotan lorsqu'elle atteindra la majorité. Touché, Xiaotan est ému en découvrant ce que son père lui a laissé. Avec enthousiasme,
elle dit aux autres qu'il s'agit de la meilleure boisson alcoolisée au monde et les invite à boire en guise de gratitude. Taro a conservé les pains de porc, bien qu'ils aient été écrasés plus tôt. Les trois profitent donc de ce repas accompagné de la boisson laissée par le père de Shaotan. Plus tard, lors d'une journée normale de travail, Shin est surpris de voir Shaotan entrer dans le magasin avec un tablier, prêt à commencer à travailler. Mettant cela de côté, il commente à Taro que l'histoire de pourquoi elle a arrêté de tuer l'a vraiment touché. En réponse, Taro déclare qu'il fait maintenant partie du groupe, donc la règle de ne pas tuer s'applique également à lui. Pendant ce temps, une organisation a les personnages dans sa ligne de mire, et une récompense de 1 million de yens est placée sur la tête de Taro Sakamoto. En peu de temps, Shin se lasse d'avoir Shaotan comme collègue de travail, car elle arrive toujours en retard et ne sait pas organiser les produits du magasin, allant jusqu'à mettre du détergent dans le réfrigérateur. Il insiste pour que Taro la licencie, car elle semble n'avoir jamais travaillé auparavant. Shaotan répond que ce n'est pas vrai, car elle aidait son père à creuser un énorme puits dans lequel il jetait des sacs au contenu inconnu. En réponse, Taro dit à Shin qu'il ne peut pas dire de choses méchantes et demande à Shaotan de s'excuser pour ses retards. Tous deux sont surpris de l'entendre parler autant, car ce n'est pas son comportement habituel. Shin reste paralysé de peur, car en toutes ces années à travailler avec lui, il ne l'a jamais entendu parler autant, et ses propos ne semblent même pas venir de lui. Juste à ce moment, un autre Taro entre dans le magasin, ce qui les laisse encore plus confus. Cependant, celui-ci s'assied simplement pour lire le journal. Soudain, le premier Taro l'attaque, créant un affrontement entre les deux. Lorsque l'imposteur réalise qu'il n'a aucune chance, il retire une arme et change d'apparence, se présentant comme Iwashi Nagumo. Il commente qu'il est toujours aussi habile qu'avant. Pendant ce temps, Shin et Shaotan tentent de digérer ce qu'ils viennent de voir. Iwashi se moque d'eux pour s'être laissé avoir si facilement, ce qui les énerve et les pousse à lui donner un coup, exigeant une explication. Iwashi répond qu'il travaille au supermarché d'en face et qu'il est un ami de Taro, affirmant avoir 18 ans. Shin et Shaotan sont surpris mais comprennent vite que ce sont des mensonges, car il n'y a pas de supermarché en face. Taro précise alors qu'il est un assassin et qu'il a 27 ans. Cela vaut à Iwashi une autre correction pour avoir menti. Malgré tout, il mentionne ensuite qu'il y a une récompense pour la tête de Taro, avec une prime d'1 milliard de yens. Les deux collègues pensent que c'est encore un mensonge, mais Iwashi affirme que c'est vrai. Il explique que la JA a pris cette décision récemment. À ce moment-là, un livreur de pizza arrive, et Shin est surpris de lire ses pensées, découvrant qu'il a de mauvaises intentions. Avant de pouvoir réagir, le livreur attaque Iwashi avec des coups de pizza affûtés, le prenant en otage. Shin est impressionné par sa rapidité, mais Taro et Shaotan continuent de manger leur pizza comme si de rien n'était. En une fraction de seconde, Iwashi saisit le livreur par le cou et l'étrangle. Cependant, Taro l'arrête avant qu'il n'aille trop loin. Iwashi le relâche immédiatement mais demande à Taro s'il compte survivre sans tuer personne. Il précise qu'ils n'interviendront pas, car ils se spécialisent dans l'élimination des assassins. Avant de partir, Taro demande à Iwashi qui profiterait de sa mort après tout ce temps. Iwashi répond qu'il l'ignore, car ils ne font qu'exécuter leur mission. Pour quelqu'un qui s'est retiré, Taro attire encore beaucoup d'attention. Il explique que l'élimination de l'entreprise d'Anan a été un geste de trop. À l'avenir, ce ne seront plus des amateurs comme ce livreur qui viendront, mais des assassins bien plus expérimentés. Sans ajouter un mot, Iwashi emmène le livreur et disparaît, affirmant qu'il voulait juste voir une dernière fois le visage de Taro. Pendant ce temps, dans le refuge des assassins, ils espionnent Taro grâce à la caméra du carton de pizza, mais Taro le remarque et le détruit. Après cela, Taro et sa famille se rendent dans un parc. Shin mentionne que quand quelqu'un veut tuer, il est souvent nerveux, et on peut le remarquer. Mais il faut se concentrer pour cela, comme régler une radio. À ce moment précis, Shin se rend compte de quelque chose et avertit Taro qu'un ennemi est déguisé en membre du personnel de maintenance. Shaotan distrait Ana et Aoi pendant que Taro élimine l'ennemi avec seulement un stylo en moins d'une seconde. Shin et Shaotan emmènent le corps discrètement, sans se rendre compte qu'ils sont déjà dans la ligne de mire de quelqu'un d'autre. De retour avec la famille, ils décident de monter dans des montagnes russes. Bien que Taro soit un peu serré par la barre de sécurité, Shin et Shaotan s'installent à l'arrière pour surveiller les éventuels ennemis. Rapidement, elle remarque quelqu'un de suspect. Shin répond qu'il ne peut pas savoir, car il ne pense à rien, mais elle insiste sur le fait que cette personne n'a rien de normal. Au moment où elle dit cela, le suspect les regarde directement, réalisant qu'il a été découvert. Shin s'agite immédiatement, essaie de lever sa barre de sécurité et informe Taro qu'il y a un ennemi dans l'attraction. Lorsque les montagnes russes amorcent une descente, le suspect sort une arme et vise directement la tête de Taro. Cependant, Taro bloque le tir avec ses lunettes pare-balles. Shin utilise rapidement son arme pour libérer sa barre de sécurité, mais à ce moment précis, les montagnes russes effectuent une boucle, laissant Shin suspendu dans les airs. Par chance, il tombe directement sur le suspect, le désarme et le fait tomber des rails, le sortant de l'attraction. Une confrontation s'engage entre eux. Shin se met en position défensive, mais il remarque qu'il ne peut pas lire dans l'esprit de son adversaire,
compliquant les choses. Lorsque le train des montagnes russes revient, Shin saute pour l'éviter, mais l'assassin lance 2 couteaux, blessant sa jambe avec un poison puissant. Shin s'effondre et l'assassin lui explique que le poison est un mélange spécial qu'il a créé, et qu'il est fatal. Malgré cela, Shin rétorque qu'il n'a pas encore abandonné. L'assassin se moque de lui, affirmant qu'il voit dans ses yeux une peur de la mort, signe de faiblesse. Shin réplique que Taru Sakamoto, bien qu'ayant peur de mourir, se bat pour protéger sa famille, ce qui est une mission bien plus difficile. Cela le motive à continuer. Quand le train des montagnes russes repasse, l'assassin saute pour l'éviter, mais Shin l'utilise comme levier pour se propulser et continuer à se battre. Ils tombent ensemble sur une scène où se trouve la mascotte du parc, Sugar Bunny. Shin enfile le costume de lapin et frappe soudainement l'assassin au visage, sous les acclamations du public qui pense assister à un spectacle. Grâce aux instructions mentales précises de Taru, Shin peut anticiper les mouvements de l'assassin malgré le poison. Il esquive les attaques et riposte efficacement. Même Anna et Aoi, spectatrices, trouvent le spectacle incroyablement réaliste, sans se douter qu'il s'agit d'un véritable combat. Au final, Shin utilise une attaque puissante, une double frappe dans le ventre de l'assassin, le mettant KO. La présentatrice nomme l'attaque de Shin le coup dynamite de Sugar Bunny, et le public acclame la mascotte. Sous les applaudissements, Taru félicite Shin pour son travail. Malgré les effets du poison sur ses yeux, Shin est satisfait de sa victoire. Après le spectacle, les problèmes ne s'arrêtent pas, car 2 nouveaux suspects apparaissent, une femme nommée Obiguro et un homme au tempérament fort appelé Boyd, un duo d'assassins qui ont encore du travail à accomplir dans le parc d'attractions. De leur côté, Shin et son groupe capturent l'assassin qui a tenté de les attaquer, nommé Tatsu. Utilisant un antidote trouvé sur lui, ils soignent les yeux de Shin pour qu'il récupère la vue. Ensuite, Shaotan s'approche de Tatsu et lui inflige une petite coupure avec un couteau empoisonné, le forçant à parler sous la menace. Tatsu finit par avouer qu'il a été engagé par une entreprise nommée Syndicat Dondanke, un lieu de travail toxique où chaque employé agit seul, même pour des missions complexes. Il explique aussi qu'il ne veut pas mourir, car il n'est qu'un employé à mi-temps, sans réelle loyauté envers cette organisation. Shin lui demande alors s'il est enregistré à l'UHU. Confus, Tatsu demande ce que cela signifie. Shin lui montre alors sa carte de membre de l'Union des assassins du Japon, expliquant qu'elle regroupe des assassins professionnels. Lui-même et Taru étaient membres de cette élite, qui ne compte qu'environ 400 professionnels dans tout le pays. Tatsu, surpris, interroge Taru pour confirmer son appartenance à cette organisation légendaire. En l'absence de réponse, il comprend que c'est bien le cas et que les rumeurs n'étaient pas infondées. C'est alors que Anna et Aoi arrivent pour annoncer que le déjeuner est prêt. Anna reconnaît Tatsu comme l'assassin du spectacle précédent, mais Shin improvise une excuse, expliquant qu'il s'agit d'un acteur pratiquant une scène d'évasion. Le groupe s'éloigne rapidement pour manger, mais Shin revient discrètement pour laisser un antidote à Tatsu, lui demandant de les laisser en paix. Surpris par leur clémence, Tatsu remarque que ces gens ne sont vraiment pas ordinaires. Avant de partir, Anna revient pour couvrir la blessure de Tatsu avec un pansement, en lui disant que son spectacle était génial. Après cela, Tatsu parvient facilement à se libérer des cordes grâce à un couteau caché. Pensant que ce groupe est vraiment étrange, il décide de se promener dans le parc avant de partir, épuisé. Pendant ce temps, la famille Sakamoto attend le déjeuner, mais Shin avoue qu'il sent son esprit affaibli, probablement à cause des effets secondaires de l'antidote, ce qui l'empêche de lire dans les pensées pour le moment. Troublé, Shaotan suggère à Taru de partir, craignant qu'ils ne tentent trop leur chance. À ce moment, Aoi arrive, remarquant leur comportement étrange et leur demandant ce qu'ils cachent, ce qui les rend encore plus nerveux. Dans un autre endroit du parc, Tatsu est attaqué dans les toilettes par Obiguro et Boyd, les 2 assassins introduits plus tôt. Obiguro le plaque au sol et lui demande où il compte aller. Boyd, dans un éclat soudain, fait peur à Obiguro, qui rougit lorsqu'il lui dit de fermer les jambes, car elle est jolie. Embarrassée, elle s'exécute, tandis qu'ils expliquent à Tatsu qu'ils sont là pour superviser son travail. Obiguro le prévient qu'il sera puni s'il ne termine pas sa mission, ce que Tatsu accepte à contre-cœur. Obiguro se réjouit de l'idée de combattre Taru Sakamoto, qu'elle considère comme une légende. Boyd la corrige, disant qu'elle ne connaît pas Taru, mais que la cicatrice sur son visage lui rappelle bien leur confrontation passée. Obiguro, choqué, demande si cette cicatrice a été causée par Taru, mais Boyd réplique qu'il est simplement tombé l'autre jour. De loin, Tatsu les observe et pense qu'ils forment un duo étrange, mais il se rappelle que, dans les batailles des Balkans il y a 2 ans, ils ont éliminé plus de 100 personnes, en faisant le duo le plus brutal qu'il ait jamais rencontré. Pendant ce temps, dans le parc, Aoi demande à Anna s'il aime vraiment les parcs d'attractions, ce qui provoque une crise émotionnelle chez Anna, qui craint que son père n'apprécie pas cet endroit. Shin, Taru et Shaotan paniquent, affirmant que les parcs d'attractions sont formidables, et Aoi se détend, concluant qu'elle a dû se faire des idées. Elle propose alors de choisir la prochaine attraction à visiter. Pendant les heures suivantes, la famille profite des différentes attractions et jeux du parc, tout en restant sur ses gardes.
Shin et Shaotan surveillent attentivement les alentours, conscients des menaces potentielles. À la tombée de la nuit, Shin informe Taru qu'il n'y a pas d'assassin à proximité. Le parc, ouvert et bien éclairé, n'est pas un terrain favorable pour une attaque. C'est alors qu'Aoi annonce la prochaine attraction, la maison hantée. Cet endroit sombre et effrayant, complètement opposé au décor coloré du parc, terrifie immédiatement le groupe. Ils savent que cet environnement est idéal pour les assassins, mais ils n'ont d'autre choix que d'y entrer. À l'intérieur, Boyd et Obiguro les observent depuis la salle de contrôle, suivant leurs mouvements via des caméras de sécurité et planifiant leur prochaine attaque. Après quelques instants, Shin se détend, croyant que tout se passe sans encombre. Mais Shaotan, terrifié, ne parvient pas à se calmer. Taru reste prudent, avertissant le groupe de rester en alerte. Soudain, un assassin surgit et attaque avec un couteau. Shin réagit rapidement, esquivant l'attaque et poussant Shaotan hors de danger. L'assassin se retourne alors vers Taru, qui le neutralise avec une facilité déconcertante. Il feint d'être effrayé pour que sa femme ne soupçonne rien, faisant passer l'attaque pour une partie de l'attraction. Aoi et Anna ne remarquent rien, croyant que tout cela fait partie du spectacle. Après l'incident, Taru donne à Shin la licence de l'assassin vaincu, révélant qu'il s'agissait d'un débutant récemment enregistré. Shin, en voyant cela, déclare que s'il n'envoie que des novices, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pendant ce temps, Boyd et Obiguro continuent de les observer. Obiguro commente que, malgré son apparence, Taru sait bien se battre. Boyd, visiblement tendu, lui ordonne de ne pas l'approcher, affirmant qu'il veut affronter Taru lui-même, car il est son ennemi juré. Une tension éclate entre Boyd et Obiguro. Boyd brise une bouteille de ses mains et prend une gorgée, affirmant qu'ils ne sont pas amis. À ce moment, un flashback nous emmène à l'époque où Boyd, alors âgé de 15 ans, s'entraînait au centre des assassins. Un jour, il rencontra Taru, plus jeune d'1 an, mais déjà connu pour son talent. Bien qu'il ait entendu parler des exploits de Taru, Boyd fut surpris de voir à quel point ils s'entendaient bien. Cependant, le jour de la Saint-Valentin marqua un tournant. Alors que Boyd croyait qu'aucun d'eux ne recevrait de chocolat, Taru en reçut toute la journée. Quand un camarade demanda à Taru s'il connaissait Boyd, il répondit qu'il ne savait pas qui il était. Cette révélation brisa Boyd, qui réalisa que Taru était différent de lui, loin d'être aussi dur qu'il le pensait. De retour au présent, Boyd évoque cet épisode, affirmant qu'il ne se soucie plus de tout cela, bien qu'Obiguro sache qu'il se donne un air détaché. Pendant ce temps, la famille Sakamoto continue d'explorer la maison hantée, éliminant discrètement plusieurs assassins qui les attaquent dans l'ombre, sans que Anna ni Aoi ne s'en rendent compte. Cependant, Shaotan, terrifié, continue de boire ce qu'elle croit être un remède pour ses nerfs. Mais en examinant la bouteille, Shin découvre qu'il s'agit en réalité d'alcool. Malgré tout, Shaotan reste étonnamment calme et joyeuse. Le groupe tombe alors sur une porte étrange et sinistre avec un avertissement indiquant qu'une opération est en cours. Shaotan, trop ivre pour hésiter, ouvre la porte sans réfléchir. Une horde de zombies surgit soudainement, les submergeant en quelques secondes. Taru tente de rejoindre sa femme et sa fille pour les protéger, mais Boyd intervient avec un coup puissant. Taru parvient à bloquer l'attaque, mais la force du choc les envoie tous les deux dans une autre zone du bâtiment. Là, une confrontation intense commence, Taru affichant une aura intimidante. Il ordonne à Boyd de se retirer et de sortir de son chemin. Cependant, Boyd demande à Taru s'il se souvient de lui, assez énervé. Taru répond que non et lui demande où se trouve sa famille, tout en le menaçant de l'envoyer en enfer. Pendant ce temps, Shin trouve Anna et Aoi inconscientes, mais Obiguro les encercle avec un groupe d'assassins avant que Shin ne puisse demander qui il est. Bien qu'en état d'ébriété, Shaotan se jette sur Obiguro pour lui asséner un violent coup de pied, affirmant qu'elle va lui montrer ce qu'il a transmis à sa famille pendant 4000 ans. Pendant ce temps, Taru continue d'insister pour savoir où se trouve sa famille, mais Boyd évite toujours la question, ce qui énerve Taru encore plus. Finalement, Boyd demande à Taru de retrouver sa famille par lui-même, ce qui pousse Taru à attaquer. Boyd se défend facilement en utilisant des projectiles explosifs, remplissant l'endroit de fumée et lui assénant un violent coup au visage. Obiguro, entendant que le combat a commencé, décide de riposter en frappant la tête de Shaotan pour l'étourdir et la mettre hors de combat. Après l'avoir écarté, 2 autres assassins attachent Shin à une civière. Obiguro dit à Shaotan qu'il veut voir ce qu'elle est vraiment capable de faire, car selon lui, on révèle sa véritable force lorsqu'on ressent une peur intense. L'un des assassins sort une tronçonneuse, et Obiguro explique que les règles sont simples, Shaotan doit frapper une fois toutes les 10 secondes, sinon son ami sera réduit en morceaux. Le temps commence à s'écouler, mais contrairement à ce qu'Obiguro attendait, Shaotan commence à pleurer, disant qu'elle ne peut pas le faire, et s'excuse auprès de Shin. De retour au combat principal, Taru est à terre, inconscient. Boyd lui rappelle qu'il s'est retiré il y a 5 ans, soulignant la différence entre eux aujourd'hui. Boyd trouve triste de le voir ainsi, lui qui était autrefois un homme fort, incapable désormais de faire quoi que ce soit. Soudain, Taru se relève pour attaquer à nouveau, mais Boyd l'arrête en déclenchant un autre projectile explosif,
le faisant tomber une fois de plus. Boyd explique que ces explosifs sont appelés SBB, des sphères explosives qu'il tire grâce à des gants spéciaux. Il peut toucher une cible à n'importe quelle distance ou angle, et il trouve dommage que Taro ait oublié tout cela. C'est à ce moment-là que Taro se souvient de l'époque où Boyd s'était assis avec lui dans une cafétéria pour lui montrer ses inventions, il y a plusieurs années. À l'époque, Taro trouvait ses idées embarrassantes, mais il avait fini par étudier la composition des artefacts à travers les notes de Boyd. Après ce souvenir, Taro se lève et bloque tous les coups de Boyd, ce qui énerve de plus en plus ce dernier. Boyd crie que Taro ne pourra jamais protéger sa famille, car il n'est qu'un gros bon à rien. Taro bloque un violent coup de pied, et au moment où il est sur le point de recevoir une attaque puissante, il se rappelle de sa famille. Après cela, il encaisse l'attaque et est projeté à l'autre bout du couloir. Cependant, avant que Boyd ne parte, il est surpris de voir Taro revenir en récitant la composition de ses bombes. Taro lui affirme qu'il se souvient désormais, mais le plus impressionnant est qu'il revient dans son ancienne forme physique, comme à son apogée. Il déclare qu'il est temps de lui montrer de quoi il est réellement capable. Dans une autre scène, nous voyons Shao Tan affronter la femme aux cheveux courts. Elle semble avoir l'avantage, tandis qu'en arrière-plan, Shin est toujours attachée à une table. La femme aux cheveux courts annonce que si Shao Tan ne la frappe pas ou ne la touche pas au moins une fois toutes les 10 secondes, elle tuera Shin. Ses sbires sont également prêts à en finir avec lui, ce qui inquiète Shao Tan et la pousse à prendre le combat plus au sérieux. La femme aux cheveux courts parvient à frapper Shao Tan, la laissant au sol. Cependant, à sa grande surprise, Shao Tan éclate de rire, simplement parce que Shin s'inquiète un peu pour elle. Tout le monde est stupéfait, car il semble que Shao Tan soit ivre. En effet, elle continue de boire en plein combat, ce qui lui permet d'esquiver les coups avec une facilité déconcertante avant de riposter avec un puissant coup de pied, impressionnant grandement son adversaire. Cette dernière, plutôt que d'être en colère, lui demande de frapper encore plus fort, voire de la tuer, révélant ainsi son penchant masochiste. Shao Tan refuse, expliquant qu'elle ne tuerait jamais personne, car c'est une règle de la famille Sakamoto. La femme aux cheveux courts rit et la traite d'idiote, ce qui met Shao Tan hors d'elle. Elle se lance à l'attaque, mais au dernier moment, son ivresse disparaît, emportant avec elle toute la force que l'alcool lui conférait. Déconcertée, elle ne comprend plus ce qui se passe ni pourquoi elle se trouve là, au grand étonnement de son adversaire. Contre toute attente, la femme aux cheveux courts ne l'attaque pas. Au contraire, elle est ravie d'avoir trouvé une rivale aussi puissante et finit par l'enlacer, donnant l'impression qu'elles sont devenues amies. Pendant ce temps, Shin et les sbires restent complètement perdus face à cette situation improbable. Dans une autre scène, Taro Sakamoto émerge des cendres et de la fumée d'une explosion, marchant en direction de Boyd. Il enlève ses lunettes et abandonne son apparence d'ex-tueur en surpoids pour redevenir un assassin élite au physique impressionnant. Après un court échange, il se lasse rapidement des paroles de Boyd et passe directement à l'attaque. Il le projette à travers un mur et lui assène une série de coups d'une puissance incroyable, le projetant au loin. Voyant la tournure des choses, il lance ses bombes sur Taro, mais ce dernier ne traîne pas et les arrête tous. Il les lui lance, ce qui le fait exploser. Taro est si fort qu'il n'a besoin d'aucun gadget pour améliorer sa puissance, il est la puissance incarnée. Comme dans un jeu de combat, il enchaîne des combos si redoutables que même un boss de Street Fighter aurait du mal à rivaliser. Le combat se poursuit sur une grande roue où Boyd reconnaît finalement la supériorité de Taro et décide de le laisser tranquille. Plus tard, nous retrouvons Aoi, Anna, Shao Tan et Shin endormis sur un banc de la fête foraine. Lorsqu'ils se réveillent, ils ne comprennent pas ce qu'il s'est passé, ayant l'impression d'avoir été ailleurs quelques instants auparavant. Shin se précipite à la recherche de Taro. Ce dernier et Boyd sortent tranquillement de la grande roue, comme si de rien n'était. Taro achète des brioches, son combat lui ayant ouvert l'appétit. Boyd, sans gêne, lui en réclame une, et Taro lui tend la sienne déjà mordue. Juste avant que Boyd et Taro ne se séparent, Shin arrive et reste sans voix en voyant que Taro est redevenu mince et musclé. Il est tellement choqué qu'il commence à prendre des photos comme un fan en délire. Au loin, Aoi les observe avec colère, cherchant à comprendre toute cette histoire. Taro n'a pas d'autre choix que de tout lui avouer, sa tête est mise à prix et de nombreuses personnes dangereuses le traquent. Cette révélation met Aoi encore plus en colère, car il ne lui en avait jamais parlé. Boyd tente de calmer la situation en expliquant que Taro fait tout cela par amour pour sa famille, afin de les protéger. Aoi, suspicieuse, lui demande qui il est. Boyd se présente comme un assassin professionnel, et Aoi l'avertit qu'il a tout intérêt à ne jamais toucher à son mari. Boyd acquiesce sans discuter. Aoi continue de gronder Taro, lui rappelant qu'il a enfreint la règle numéro 6 de la famille, ne jamais se cacher quoi que ce soit. Mais après cet éclat, elle change soudainement de ton et propose à tout le monde d'aller voir le défilé du festival, comme si rien ne s'était passé. Dans un changement de scène, Boyd est effrayé par la sévérité de l'épouse de Taro. Shin et Taro réfléchissent à une solution pour régler définitivement ce problème, mais Boyd et la femme aux cheveux courts leur disent que c'est impossible avant de partir. Le lendemain, Sakamoto redevient un ballon de baudruche, ce qui intrigue Shin, qui ne comprend pas comment c'est possible. Shao Tan, quant à elle, n'est pas surprise,
car au vu de la quantité de bouffe qu'il ingère, c'est normal. Taro les emmène alors à un endroit qui pourrait les aider à résoudre cette histoire de prime sur sa tête, un vidéoclub. Mais ce n'est pas un simple magasin de location de films. Ici, chaque film contient des informations sur le monde criminel. Une fois dans une salle de projection, ils comprennent tout après avoir visionné une de ses œuvres. Avant de partir, le vendeur les met en garde, s'il compte retourner dans le monde criminel, Taro ferait mieux d'être prudent, car il pourrait se frotter à quelqu'un de vraiment dangereux, plus dangereux que lui. Dans une autre scène, on retrouve un groupe d'assassins, qui attend des informations en mangeant. C'est alors qu'Iria, un membre de la JA, arrive et leur explique que quelqu'un s'en prend aux assassins de l'organisation. C'est pour cette raison qu'ils ont fait appel à eux. Pendant ce temps, Shaotan, Shin et Taro infiltrent le QG des Donkey, comme s'il s'agissait d'une mission d'espionnage. À l'intérieur, ils surprennent deux hommes en pleine conversation au sujet de la prime et de la défaite de Boyd. Malheureusement pour eux, ils se font neutraliser en un instant. Leur objectif est d'atteindre le dernier étage, où se trouve le chef. Ils passent par les fenêtres et, une fois devant la porte, ils découvrent une scène qu'ils n'avaient pas du tout anticipée. La pièce est remplie de cadavres couverts de capsules, et au centre se tient Nagumo, un membre de l'ordre. Taro et Nagumo se connaissent. Nagumo explique qu'il a éliminé tout le monde, y compris le chef, et que, malheureusement pour eux, en tant que témoins, ils doivent disparaître aussi. Il commence par attaquer Shin et lui plante un couteau directement dans le cou. Mais Taro ne réagit même pas et on comprend pourquoi, tout n'était qu'une illusion. Nagumo avoue qu'il n'a tué personne ici. Tout était déjà dans cet état à son arrivée. Il menait simplement son enquête, car ces assassinats touchent tous des personnes liées à la JA. Comme un avertissement, l'auteur de ces meurtres laisse toujours une marque en forme de X. Nagumo explique ensuite la mission de l'ordre, maintenir l'équilibre dans le monde des assassins en éliminant les plus dangereux ou ceux qui deviennent incontrôlables. Il révèle également que Taro Sakamoto faisait autrefois partie de l'ordre. Avant de partir, il met Taro en garde contre les X et ajoute que tout ce chaos a commencé juste après l'annonce de la prime sur sa tête. Dans une dernière scène, on aperçoit un homme vêtu entièrement de blanc, traçant la fameuse marque en X tout en se parlant à lui-même. De retour à la boutique Sakamoto, des assassins arrivent les uns après les autres pour tenter d'éliminer Taro. Mais à chaque fois, ils sont repoussés par la famille Sakamoto, qui prend ces attaques comme un simple entraînement. Un nouveau jour commence sur le toit d'un bâtiment quelque part au Japon. Nous rencontrons un jeune homme étrange, Marqué, qui, après avoir donné un peu de nourriture à Pisuke, sa douce compagne, décide également de prendre un petit déjeuner peu appétissant. Avec peu d'argent, ce jeune homme admet ne pas pouvoir se permettre de manger à sa faim comme il le souhaiterait. Cependant, il croit que ses problèmes financiers seront résolus en un clin d'œil une fois qu'il aura éliminé l'un de ses objectifs, Taro Sakamoto. En effet, ce jeune homme se révèle être un assassin, prêt à éliminer le protagoniste pour empocher la récompense offerte pour sa tête. Dans le magasin de Sakamoto, le groupe passe son temps à faire quelques réparations après que plusieurs assassins aient tenté de les éliminer. Sakamoto pense qu'ils doivent faire réparer les dégâts, mais Shin répond qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent pour cela. Cependant, il a une idée qui pourrait les aider, un tournoi de paintball offrant une grande récompense pour le vainqueur. La conversation est interrompue par l'arrivée inattendue du jeune homme qui cherche à éliminer Sakamoto. Son nom est Esuke Mashimo. Il demande à tout le monde dans le magasin où se trouve le protagoniste, sans se rendre compte qu'il est juste devant lui. Le groupe réalise à quel point Esuke est distrait et parvient à le confondre au point où il perd tout espoir d'obtenir la récompense. Shin trouve les pensées de cet assassin stupide et trivial, pensant que lire son esprit est une perte de temps. Finalement, Shin et Sakamoto disent à Esuke qu'il y a plusieurs magasins et personnes avec des noms similaires à celui qu'il cherche, ce qui le rend fou en réalisant combien d'argent il va devoir dépenser pour suivre son objectif. De plus, Esuke commence à se sentir mal à cause de son petit déjeuner insuffisant et quitte le magasin avec un visage triste. Shin et Shaotan le regardent, mal à l'aise, mais finissent par avoir pitié de lui et de son oiseau, leur donnant quelques petits pains au porc. Shin ne peut pas croire qu'il existe des assassins aussi stupides que lui, bien que Sakamoto admette que des personnes comme lui survivent souvent plus longtemps que la moyenne. Plus tard, nous voyons Esuke lutter contre les vents forts de la nuit, réparant constamment la tente que sa grand-mère lui avait offerte. Il dit à Pisuke que bientôt, quand ils auront assez d'argent, ils vivront dans le luxe et prouveront à ceux qui ne croyaient pas en lui qu'ils avaient tort. Cependant, ils doivent d'abord résoudre leurs problèmes financiers. C'est alors que Esuke trouve le même dépliant du tournoi de paintball que Shin avait quelques heures auparavant. Il réalise que le prix pour gagner cette compétition est d'1 million de yens et décide de participer pour améliorer sa vie. Le lendemain, Sakamoto et Shin se rendent sur le lieu de la compétition. Shaotan ne prévoyait pas de participer, alors elle reste à distance pour encourager ses compagnons. Malheureusement, le groupe réalise qu'ils ne sont pas les seuls professionnels à participer au jeu, car ils aperçoivent Esuke, qui supplie la fille de l'administration de l'accepter comme participant. La fille refuse, mentionnant qu'il ne peut pas participer à moins de trouver une équipe. Shaotan attire alors l'attention de Esuke et de Pisuke, ayant établi une bonne relation avec l'oiseau.
Après avoir remarqué qu'ils sont également là, Esuke demande à Shin de le laisser rejoindre leur équipe. N'ayant pas d'autre choix, ils acceptent, sachant que cela pourrait mal tourner. Tout est prêt. La présentatrice explique les règles du jeu, mentionnant que les participants peuvent tirer autant de billes qu'ils le souhaitent, mais qu'ils devront nettoyer le terrain ensuite, révélant que cette compétition est en partie un service communautaire pour la ville. Shin avertit Esuke de ne pas leur tirer dessus par erreur, mais ce dernier affirme qu'il ne le fera pas. La compétition commence, et une équipe est rapidement éliminée par Esuke, qui surprend Shin par son habileté avec les armes à longue distance. Sakamoto élimine également quelques participants, tandis que Esuke s'amuse beaucoup, heureux d'avoir des amis pour le couvrir, ce qui dérange un peu Shin. Cependant, le soulagement de Shin est de courte durée, car Shaotan, complètement ivre, encourage ses compagnons en se référant à Sakamoto comme le légendaire Taru Sakamoto, ce qui suscite des doutes chez Esuke. Il regarde à nouveau la photo qu'il a du protagoniste, mentionnant que cela ne peut pas être vrai, car il ne se ressemble pas du tout. Shaotan s'approche de lui, expliquant que ce n'est que son apparence lorsqu'il est mince, insistant sur ses cheveux et ses lunettes. Shin éloigne Shaotan avant qu'elle ne dise trop, essayant de convaincre Esuke que le légendaire assassin et leur patron ne se ressemblent en rien. Cependant, cela s'avère inutile, car Esuke pointe son arme vers eux, leur faisant comprendre qu'il n'aime pas les mensonges et qu'il est maintenant prêt à les chasser pendant la compétition. Sakamoto et Shin pointent leurs armes vers Esuke, qui ne peut toujours pas croire qu'ils l'ont trompé après qu'il les ait considérés comme ses amis. La conversation est interrompue lorsqu'une autre équipe commence à leur tirer dessus. Le groupe se sépare, et Esuke appelle son oiseau pour qu'il lui apporte quelque chose, un vrai fusil. Le franc-tireur profite de l'occasion et tire un coup précis sur Sakamoto, le traversant. Cependant, il réalise que la balle allait directement vers la tête de son idole et tente d'arrêter Esuke avant qu'il ne s'enfuit. Sakamoto arrête le jeune assassin, lui montrant qu'ils doivent d'abord éliminer les autres participants. Esuke s'enfuit pour se cacher, éclatant en larmes en réalisant qu'il doit maintenant éliminer ceux qu'il considérait comme ses amis. Avec une grande facilité, Sakamoto et Shin parviennent à suivre Esuke. Le jeune assassin tente de le localiser en utilisant ses compétences, mais Sakamoto l'avertit de faire attention, car Esuke est un franc-tireur. Ils doivent tout faire pour ne pas révéler leur position. Sakamoto est surpris par un tir à longue distance, ce qui leur indique qu'ils sont dans la ligne de mire de Esuke. Ce dernier communique avec son oiseau tout en écoutant la conversation de Sakamoto et Shin via le communicateur qu'ils ont reçu au début de la compétition. Shin sous-estime Esuke pour son coup de chance, mais Sakamoto mentionne que ce n'est pas le cas, car les balles de Esuke sont spéciales, conçues pour rebondir. Esuke confirme cela, ajoutant qu'ils ne pourront pas suivre leur trajectoire. Shin est surpris que Esuke veuille les tuer après les avoir considérés comme ses amis. Esuke répond qu'il ne faut pas être naïf, car ils sont avant tout des assassins, et il ne s'arrêtera pas tant que l'un de ses tirs n'atteindra pas leur tête. La bataille devient plus compliquée, Sakamoto et Shin faisant tout leur possible pour esquiver les balles spéciales de Esuke. Ce dernier réalise que ce ne sera pas facile de les éliminer, se rappelant son passé où il pensait ne pas avoir de talent particulier, jusqu'à ce qu'il découvre son habileté en tant que franc-tireur. Il rejoint une association d'assassins pour exploiter ses compétences, mais est finalement licencié après avoir été sous-estimé dans des missions où il ne pouvait pas utiliser des armes à longue portée. Sans argent pour acheter de la nourriture, il erre dans les rues, jusqu'à ce qu'il voit une lueur d'espoir en découvrant la récompense offerte pour Sakamoto. Après avoir raconté son passé, Shin communique avec Esuke, lui disant qu'ils ont entendu chaque mot qu'il a dit. Esuke surpris, lui demande s'ils ont tout entendu. Shin répond que cela n'a pas d'importance ce que les autres pensent, car il ne doit prouver qu'à lui-même ce dont il est capable. Ces mots suffisent à faire réfléchir Esuke, et à semer le doute en lui. Après cela, Shin crie dans son communicateur, étourdissant Esuke. Shin explique qu'il peut lire les pensées de quelqu'un à une plus grande distance lorsqu'il est surpris, ce qui lui permet de localiser Esuke. Il donne le signal à Sakamoto pour qu'il puisse l'éliminer. Sakamoto attrape une petite pierre et la lance avec une telle force qu'elle détruit l'arme de Esuke et le projette au sol. Esuke réalise qu'il est impossible de vaincre quelqu'un comme Sakamoto et se rend après avoir été complètement vaincu. Finalement, l'équipe de Sakamoto est couronnée championne du tournoi de paintball et remporte le prix. Ils se réunissent ensuite avec Esuke après leur combat. Le franc-tireur se montre pathétique devant eux, pensant que des personnes comme eux ne pourraient jamais comprendre quelqu'un d'aussi faible que lui. Sakamoto le réconforte en disant qu'il n'a jamais affronté un franc-tireur aussi habile de sa vie. Avant de partir, Shin donne à Esuke sa part du prix, soit 50 yens. Esuke ne peut pas croire qu'il lui donne si peu, mais Shin explique que le reste ira aux réparations des dégâts causés par ses tirs. Le lendemain, Aoi dit à Sakamoto qu'il est dommage qu'ils aient utilisé le prix du tournoi pour réparer les dégâts dans la rue, mais elle est heureuse que rien de grave ne lui soit arrivé pendant le combat. Shin demande à Aoi comment elle et Sakamoto se sont rencontrés. Aoi se souvient du moment où Sakamoto a été captivé par elle, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa gentillesse lorsqu'elle a remarqué qu'il avait un peu de sang sur lui, pensant qu'il était blessé.
Elle l'a soigné avec beaucoup de gentillesse, le laissant totalement amoureux. Shin voit ce souvenir dans l'esprit de Aoi et est ému par leur belle histoire. Cependant, Sakamoto interrompt Shin, lui ordonnant d'arrêter de lire les pensées de Aoi. Quelques jours après, il se trouve que Sakamoto est allé à un événement scolaire avec sa femme et sa fille, laissant la boutique entre les mains de Shin et Shaotan. Mais bon, ce n'était peut-être pas une très bonne idée, car ils passent leur temps à se disputer pour savoir qui doit faire quelle tâche. Après plusieurs chamailleries, Shaotan finit par dire à Shin qu'il est agaçant d'être à côté de quelqu'un qui peut lire dans les pensées. Cette remarque blesse un peu Shin, qui décide alors de partir. Peu après, Shaotan regrette un peu ses paroles, mais à ce moment-là, des types aux costumes étranges apparaissent, apparemment à la recherche de Shin. Ils finissent par emmener Shaotan à la place, car elle portait un tablier avec son nom. Dans leur camionnette, le chef des ravisseurs regarde une photo de Shin lorsqu'il était plus jeune et affirme que c'est bien lui, qu'il a juste changé la couleur de ses cheveux. Cependant, l'un de ses subordonnés, Seba, lui dit « Monsieur, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas Shin. En plus, ce n'est même pas un homme, mais une femme. » Mais le chef, sûr de lui rétorque de se taire et insiste sur le fait qu'il a raison, parce que c'est lui le chef. Seba explique alors que Shin était recherché par le laboratoire, car autrefois, des scientifiques menaient des expériences pour créer des médiums, et Shin a été le seul à survivre à ces tests. Ensuite, Seba se moque un peu de lui en disant que personne ne voudrait être proche d'un télépathe, car ce serait insupportable. Shaotan s'énerve et lui assène un violent coup de pied, brisant son casque. Elle lui hurle dessus « Ne parle pas de Shin comme ça ». C'est alors que le chef se rend compte qu'ils se sont trompés de personne. Un peu plus tard, Shin revient à la boutique pour parler à Shaotan et régler les choses, mais il sent que quelque chose cloche. C'est à ce moment-là que Sakamoto revient avec sa femme, et Shin lui explique ce qui s'est passé. Heureusement, Sakamoto sait exactement où se trouve Shaotan, car son tablier contient un GPS. Sakamoto, quel génie! Pendant ce temps, le chef des ravisseurs s'inquiète, car il risque d'avoir des ennuis s'il ramène la mauvaise personne. Mais soudain, Shin et Sakamoto surgissent en moto, façon film indien, et commencent une course-poursuite contre les ravisseurs, qui eux aussi ont des motos. Le combat en pleine course s'engage, mais Sakamoto et Shin éliminent facilement leurs adversaires. Shin finit par sauter sur la camionnette où se trouve Shaotan, mais il se retrouve face à Seba. Ce dernier enlève son casque, ajuste son uniforme et devient invisible, ou peut-être qu'il utilise un camouflage. Difficile à dire. Il réussit à faire tomber Shin de la camionnette, puis monte sur la moto de Sakamoto et fait exploser le réservoir d'essence, provoquant une énorme explosion. Les ravisseurs parviennent ainsi à s'échapper, mais grâce au GPS, Sakamoto sait exactement où ils sont allés. Un peu plus tard, Sakamoto et Shin arrivent dans un musée des sciences, qui sert en réalité de couverture pour le laboratoire où Shin a grandi. En entrant, ils rencontrent deux employés du musée qui leur proposent des bonnets en forme de dinosaures et les invitent à prendre des photos. Finalement, ils acceptent, car ces bonnets leur vont bien et surtout, ils permettent de cacher leur identité. Pendant ce temps, Seba et son chef amènent Shaotan devant le chef suprême, un homme avec une tête de cerf nommé Kashima. Ce dernier examine Shaotan et dit immédiatement que son apparence ne correspond pas du tout à la photo. Seba, fidèle à lui-même, ne fait qu'empirer la situation en confirmant l'évidence. Ainsi, ils finissent par enfermer Shaotan et Tanaka, mais Seba dit à Kashima, la tête de cerf, qu'il a une idée d'où pourrait se trouver Shin. Pendant ce temps, Sakamoto et Shin cherchent l'entrée secrète du laboratoire et doivent déplacer quelques objets pour ouvrir la porte. Une fois cela fait, ils doivent entrer un mot de passe, mais celui que Shin connaissait a déjà été changé. Cela déclenche alors le système de sécurité, qui commence par des ours mécaniques leur tirant dessus. Mais bon, ils finissent par les détruire, alors le deuxième niveau de protection du lieu s'active, un squelette de dinosaure animatronique. Il commence à les attaquer avec sa queue, mais ils esquivent à droite et à gauche. Sakamoto est fasciné par le dinosaure, car il imagine que sa fille l'adorerait, alors il veut le désactiver sans lui faire de mal. Shin remarque que le dinosaure a une sorte de commande dans la bouche et pense qu'en l'électrocutant, il pourrait s'éteindre. Sakamoto s'exécute, mais cela ne fonctionne pas, et le dinosaure recommence à les attaquer avec sa queue. Cela énerve Sakamoto, qui décide finalement de le détruire. Pendant ce temps, dans le laboratoire, les scientifiques sont forcés de travailler par les hommes en costume. L'un d'eux est sur le point d'être tué, mais Shin et Sakamoto arrivent et le sauvent. Les scientifiques sont ravis de revoir Shin, qu'ils apprécient beaucoup, et ce dernier ne leur en veut pas, car ils avaient été bons avec lui. L'un des scientifiques explique alors à Shin que ces criminels sont apparus il y a un an et les oblige à travailler sur un nouveau moyen de tuer sans utiliser d'armes ni de couteau. Leur chef est Kashima, l'homme à tête de cerf. Le scientifique qui a failli être tué cache Shin et les autres dans des casiers, car d'autres ennemis rôdent dans le laboratoire. C'est alors que le chef de l'étage arrive, un type étrange avec des seringues sur les épaules. Il commence à demander qui a assommé son homme, mais personne ne répond, alors il se met à torturer l'un des scientifiques avec un stylo. Shin, ne supportant pas cette scène, sort pour l'affronter.
Cependant, cet homme étrange est très rapide et lui injecte quelque chose dans le cou, ce qui semble lui envoyer des décharges électriques au cerveau et le fait parler de manière incohérente. Shin tente de le frapper plusieurs fois, mais son adversaire esquive facilement. Toutefois, il ne peut éviter un coup monumental de Sakamoto, qui l'envoie voler. À ce moment-là, on dirait presque que Sakamoto est un personnage de Roblox ou d'autres jeux vidéo. Pendant ce temps, Shaotan est enfermée dans une cellule avec un autre homme, mais elle ne veut pas rester là et tente de s'échapper. Elle découvre alors que le chef des scientifiques est aussi attaché dans cette cellule. Il lui dit que s'enfuir ainsi est inutile, mais qu'il a peut-être une autre solution. Sakamoto dit alors à Shin qu'il ne connaît pas son passé, mais que s'il veut sauver les gens du laboratoire, il peut compter sur lui. Dehors, devant le musée, Shishiba arrive avec sa partenaire ou son élève. Apparemment, Nagumo a trouvé une piste sur l'homme qu'il recherche, celui avec le X. Ils sont donc venus enquêter.